Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser, une drogue assez puissante ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes Des phases phases délirantes. délirantes? Est-ce que le réconfort d'un pote ou celui d'une femme séduisante. pourrait m'éloigner ou même me guérir d'un passé qui me hante? Et j'ai vraiment tout essayé. Loin d'une vie trépidante, Rongé. des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante. Et Je fais les bons choix. C'est la voix de hésitante. conscience froide et flippante. Des fois j'aimerais m'endormir et me réveiller l'année suivante. Mais Renferme les problèmes sous une chape de plomb. Quand ils remontent en surface, souvent la peur te paralyse. Alors l'angoisse frappe comme une lame de fond. Fait qu'aujourd'hui je me jackdanise encore et que la psy m'analyse. Tellement de fois j'ai chéri mes démons pour qu'ils reviennent à m'esquinter sans m'interroger sur la vie que je mène. Si j'emmène avec moi c'est fou rire, c'est souvenirs de scène. J'ai négligé ma famille et même perdu la fille que j'aime. plus tard, on voulait connaître tes histoires. Combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si Ce soir, je suis touché par ce qu'il est tard. Demain, j'aurais sûrement déjà tout oublié. Comment ça va les gars? Ça va et vous? Ça va très bien et vous? Il est en train de bailler il y a 2 secondes, Manuel. Oui, c'est vrai. On va devoir raconter des histoires, Manuel. C'est Ou vrai. en tout cas raconter comment est-ce qu'on raconte bien des histoires. Je sais pas si on m'a compris déjà dès le début Ouais, de parce ce qu'on a- podcast. On n'a pas prévu d'histoire à raconter. Si, moi j'en ai une petite histoire à raconter. Vas-y Léo. Si je vous tends un petit bâton de bois que je trouve par terre dans la forêt et que je vous dis qu'il s'appelle Max et que Max, il a une famille qui l'attend dans la forêt et que la seconde d'après, je casse Max en deux, vous avez de la peine pour Max. Ça, c'est ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire qu'on est parti d'un petit bâton de bois qui valait pas grand-chose avant que je lui donne un prénom et le simple fait que je l'appelle Max, que je vous raconte une petite histoire autour de Max, vous avez eu de la pitié pour Max. Totalement. Moi, je me dis surtout que t'es sacrément bourré. Hein. Oui, c'est possible. D'ailleurs, bon jus de pomme à tous. C'est l'heure du jus de pomme. C'est l'heure du jus de pomme. Bien. Ah, c'est pas juste ça le podcast? Non, c'est pas Ah juste. ok, d'accord, on parle de... Ok. On parle de storytelling dans ce podcast. Et je pense que, ou en tout cas la bonne façon de storyteller. Manuel, t'as dit un truc vachement intéressant quand on a échangé 4 minutes avant de démarrer ce podcast. T'as dit en France, on sait pas raconter correctement des histoires. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Attends, Léo veut déjà parler. Je veux déjà couper la parole si fait- possible, ça parce fait que- au moins une semaine qu'on s'est pas vu, il en peut plus. Il y a une notion qui me semble intéressante avant ça, c'est qu'on connaît pas l'importance de raconter une histoire. Au-delà de comment la raconter, comme les biais par lesquels il faut passer, etc., machin, les émotions, tout ça, on n'explique pas aux gens que c'est important, le storytelling. Et ça, c'est la première notion à avoir, en fait, parce que on a l'impression que si t'es pas un créatif qui fait de la fiction, qui écrit des sketchs, etc., le storytelling, c'est pas important. Alors que c'est important, même dans vos relations sociales, avec vos amis, etc., vous devez savoir raconter des histoires. Bah, dès le premier Ah bah mot ça, on que... s'en rend compte quand on discute avec Romain au Quel quotidien. bâtard. Il se trouve que j'ai la fâcheuse habitude de me raconter mes histoires dans la tête et de sortir un mot sur 2. Voilà, donc c'est très compliqué parfois quand je suis excité de raconter quelque chose, de suivre en même temps que je le raconte. Après, quand t'es excité, c'est un autre sujet, mais... Ouais. C'est vrai. C'est surtout la première chose que t'apprends en fait quand t'es petit, parce que c'est les parents qui te posent la première question de « Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Ah, et c'est quoi l'histoire? Ah, et alors, qu'est-ce qu'il a Le fait ce bonhomme. personnage ?» Le Qu'est-ce que bonhomme, c'est vous avez jamais joué au Des bonhomme? petits bonhommes, des Les petits Playmobil. bonhommes, tu joues aux Ok. petits bonhommes. D'accord. Mm. Ok. C'est la première chose qu'on te pose, même en classe, de raconter une histoire, d'analyser une histoire, Ben, en fait, quand on est petit, on se raconte effectivement des histoires. C'est très simple à ce moment-là, on a plein d'imagination. Et puis derrière, on nous explique que pour raconter une histoire, c'est introduction, développement, conclusion. Et après ça, on le laisse tomber, en fait. On part du principe que c'était juste pour écrire quelques trucs en cours de français, et puis on laisse tomber derrière ça. Mais en fait, c'est vraiment extrêmement important, dans toutes vos relations, qu'elles soient sociales, professionnelles, etc., de savoir faire du storytelling. Qu'est-ce qui fait du coup que tu as l'impression, Manuel, qu'on sait moins bien manier l'art du storytelling en France? Je veux pas faire du bashing, du France bashing, c'est pas la question, mais dans le business, en tout cas, on se rend compte que les gens savent, en général, globalement, pas très bien pitcher leur projet en France. Moi, je vois passer plein de dossiers dans plein de pays différents, et j'ai l'impression, quand tu regardes les pitchs français, globalement, donc c'est une généralité, donc il y a forcément des exceptions. Je dis ça parce qu'il y aura toujours un mec en commentaire qui va te dire « Ah, mais moi, je les sais bien pitcher. » Il sera toujours là, d'ailleurs, on l'embrasse. Oui, exactement. Eh bien, on est très rationnel, c'est-à-dire que, comme disait Léo, le storytelling, c'est l'art narratif. Donc, c'est l'art d'abord de capter l'attention, ensuite de la conserver,
et d'introduire des émotions dans un propos, de te faire vivre quelque chose, de faire apparaître des images, de faire appel à tes souvenirs, de s'appuyer sur l'imagerie générale d'une société, de s'appuyer sur l'inconscient collectif, etc., etc., de faire appel à l'ensemble de ces ressorts qui fait que tu voyages, j'ai ton attention, ton attention est captivée et tu ne vas pas décrocher. Ça, c'est l'art du storytelling. Et on en manque. On en manque. La façon dont les gens pitchent leur boîte, mais c'est... Alors, je vois beaucoup de decks passer, mais sincèrement, des fois, tu as envie de te pendre, quoi. C'est très pragmatique. En fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est une approche très ingénieure des choses. C'est vraiment, c'est comme disait Léo, c'est une approche assez académique, thèse, antithèse, foutaise. Ouais. Dans le business, il y a un exemple tout fait pour parler de ça, du storytelling versus l'ingénieur, c'est Bill Gates face à Steve Jobs. J'allais justement... Bill Gates racontait ses produits, il les racontait pas. Il expliquait techniquement, voilà, on a mis un disque dur de telle vitesse qui permet d'accueillir tant de fichiers, etc. Sans jamais t'expliquer à quoi ça allait servir. Chez Apple, c'était juste la publicité, 1000 sons dans votre poche. Il y a une conf où ils sont tous les deux sur scène. Cette conf dans les fauteuils rouges là, qui s'appelle D8, je crois. Et sincèrement, c'était je sais pas, c'était pas si longtemps avant la mort de Jobs en fait, donc c'est pas une vieille conf au début de leur carrière, c'est plus, chacun a fait ce qu'il a fait. Donc Gates a fait tous les produits buggés qu'on lui connaît, et puis Steve a fait l'iPhone et tout le génie qu'on lui connaît. C'est pas du tout partisan comme point. Et donc dans la façon dont ils sont sur scène, leur présence, à un moment d'ailleurs, Bill Gates est en train de parler du point de flottaison dans un OS. Bon, bref, on ne rentre pas dans les détails. Et Microsoft a craqué le problème et Wozniak, côté Apple, dit « j'ai pas envie de le faire comme ça », etc. Et Bill Gates est en train de raconter cette histoire et il explique comment Microsoft a pris un peu d'avance grâce à ça, etc. Et à un moment, Steve Jobs l'arrête et lui dit « non, attends, laisse-moi raconter l'histoire ». Et Gates s'exécute parce qu'il sait qu'il ne sait pas raconter l'histoire. En fait, c'est du MMA. Gates se fait massacrer, quoi. C'est une boucherie. Jobs, c'est le papa en termes de storytelling. Souvenez-vous du MacBook Air dans l'enveloppe. Souvenez-vous de... voilà, le MacBook Air dans l'enveloppe, si vous avez l'image de la façon dont le MacBook Air a été présenté, en disant j'ai une machine révolutionnaire, ultra fine, nanana, et puis on voit une enveloppe posée et à aucun moment on peut imaginer que le produit est dedans. Surtout à ce moment-là. Et il ouvre cette enveloppe et le MacBook Air est dedans. Et en fait, ça, c'est l'art du storytelling. C'est véritablement ça. C'est impacté avec des images. Là, il fait appel à tous les sens disponibles. Il a une audience, c'est filmé, donc il utilise aussi le pouvoir de l'image, etc. Mais c'est aussi valable en audio. Il y a des chroniqueurs en radio qui sont extraordinaires sur leur façon de raconter des histoires. Ouais, tu nous en as cité un tout à l'heure. Ouais, alors j'ai cité Pierre Bellemare, pour moi le meilleur storyteller de France. Steve Jobs est juste à côté. Exactement. Donc Steve, carré international, Pierre Bellemare, numéro 2. Mais l'exemple que tu as donné avec le MacBook, ils le font plus tard avec un iPad qui est caché derrière un crayon à papier sur une table. Et c'est le meilleur exemple parce que ça n'a aucun sens de mettre un ordinateur dans une enveloppe. Personne ne fera ça. Mais c'est l'image, c'est la puissance de l'image qui est intéressante ici et c'est ce que doit faire le storytelling. Le storytelling ne doit pas raconter un mensonge, mais il doit romancer la réalité. Et c'est comme ça qu'on raconte des histoires qui sont fortes. En fait, il doit la mettre en scène. Ouais. Et le storytelling, c'est de la mise en scène. C'est comment je prends ton histoire, complètement fadasse et dégueulasse que tu es capable de me raconter, et comment je vais en faire un conte de fées que les gens ont envie d'écouter. Je vais absolument rien changer aux faits, je ne vais absolument rien changer à la réalité de ton histoire, mais je vais savoir tricoter autour une façon d'amener le propos, de le mettre en scène, etc. Il y a des mécaniques de storytelling. Un truc tout simple, c'est que personne n'a envie d'acheter la solution à un problème qui n'existe pas. Donc, si tu veux vendre, si tu as fabriqué la solution à un problème, tu dois d'abord faire exister le problème. Donc,
Tu crées une situation, tu crées un héros, tu lui donnes un nom, il vit un Max. problème, le fameux Max de tout à l'heure, il vit un problème, bon là il l'a fait vite fait, mais il pourrait avoir un problème, etc. De dos, etc. il a des problèmes de dos, Max. Et à force d'essayer, bah, il rencontre ce problème. Et si tu fais gonfler, enfler ce problème, alors la solution a beaucoup plus de valeur. J'ai juste une petite nuance à ajouter parce que j'y fais face tout le temps quand je parle de produits Apple par exemple dans mes vidéos, c'est que tu parles de faire exister un problème dans la conscience des gens surtout. Oui, bien Parce sûr. qu'en fait, t'es pas en train de vraiment créer un problème Ouais. Non. pour ensuite vendre la solution. Juste, tu le fais exister dans la conscience des gens. Parfois, les gens se rendent pas compte qu'il y a un problème dans leur quotidien sur un produit, un truc qui marche pas très bien, qui pourrait mieux fonctionner. Donc, tu leur expliques ce problème. En fait, tu leur mets sous les yeux que ce truc existe et donc tu vends une solution à ce moment-là à ce problème. Mais C'est c'est pas, vous- c'est pas une conspiration. Et vous comprenez mieux pourquoi Léo est un très bon storyteller, d'où sa série Le problème avec. Le problème avec, moi, ça répond à tous mes problèmes justement. Enfin, peut-être pas tous quand même. Non, mes problèmes d'érection, c'est vrai que ça a pas. Ça n'a rien arrangé, hein, je trouve. En même temps, pour les marques, c'est le plus compliqué à faire d'arriver à défendre un produit en répondant à une problématique plutôt que de le défendre en faisant simplement exister des caractéristiques qui sont meilleures que le précédent. Tu me parlais de notre métier, Léo. T'as compris quelque chose? Ouais, j'ai compris. Ah, ok, d'accord, vas-y. Merci, génial. La plupart des conversations que j'ai avec les gens, c'est le nouvel iPhone est mieux parce qu'il est plus puissant. Et moi, le premier truc que je cite, c'est bah non, c'est surtout parce qu'avec l'ancien, tu pouvais pas faire ça. Alors, pour faire ça, ils ont dû le faire plus puissant parce que les technologies évoluent et que du coup, il doit être plus puissant pour t'apporter cette solution-là. Mais c'est pas parce qu'il est plus puissant que tu dois l'acheter, ça n'a aucun. Et en fait, j'ai l'impression que la plupart des marques aujourd'hui prennent la facilité d'arriver et de dire simplement bon, bah avant t'avais 8 Go de RAM, aujourd'hui t'en as 16, regardez, c'est génial, achetez-le. Au lieu de t'expliquer pourquoi tu vas avoir besoin des 16 Go, mais Ouais. à la fin, on s'en fout. Explique-nous qu'avant, on pouvait pas éditer des vidéos 4K sur ton ordinateur et que maintenant, on peut en éditer des vidéos 8K. Et à la fin, si t'as envie de parler au techos, mais c'est là où je trouve, et je suis surpris de la façon dont vous racontez le storytelling, parce que pour moi, le storytelling, justement, c'était pas tout à fait ça. Pour moi, c'était du marketing. Je sais pas si ça se combine, mais ce que vous racontiez tout à l'heure là avec l'histoire de l'enveloppe et tout ça, pour moi, c'est du marketing, mais c'est pas la façon de raconter l'utilisation du produit. Ouais, mais le storytelling, c'est la meilleure arme du marketing. Bien sûr. Ce n'est que ça, le marketing. C'est que du storytelling. Et la force de Steve Jobs, c'est de voir ce que les autres ne voient pas, en fait. De savoir raconter une histoire. Quand il commence à faire un produit, lui, il a déjà l'idée de son storytelling, en fait. Il sait déjà comment il va le raconter et surtout, il sait déjà pourquoi il est en train de créer ce produit. Pour répondre à un problème. Donc, Mais après, je pense même qu'il crée le storytelling avant même de créer le produit, Oui. parce qu'en créant, c'est ce qu'il vient de dire. ce que je viens de dire. D'accord, ça roule. Non, mais complètement. Et c'est pour ça que moi, ça choque un peu toujours les gens. Enfin, ça choque, c'est un grand mot, mais mon titre, Le problème avec. Mais j'explique toujours que l'innovation ne peut que être la résolution à un problème. L'innovation, par définition, c'est ça. C'est la réponse à une équation. C'est une solution, une innovation. Donc c'est forcément la réponse à un problème. Tout part toujours d'un problème. Donc dans chaque storytelling, il doit y avoir un problème. Bah, disons que si tu apportes une solution à un problème qui n'existe pas, c'est mal barré quand même. C'est pas une solution. Ouais, c'est pas une solution. Voilà. Et pourtant, Et alors il y en a énormément qui le font. C'est le. Ah oui, on peut citer des noms, hein, mais de marques, j'entends. Mais oui, il y a des tonnes de gens qui sont persuadés de résoudre des Ah ouais. problèmes qui La en French fait Tech vous n'existent présente. pas. La French Quoi Tech vous présente. Quoi, pardon? C'est moi. J'ai eu tellement de souvenirs d'un coup, tu sais, quand t'es au CES dans les allées et que tu vois le truc, mec qui te présente un truc et fait vous avez toujours rêvé de faire ça? Bah non, jamais. En fait, jamais, mec. Mais maintenant que vous me le dites, toujours pas. C'est marrant, hein, ça marche. C'est exactement ça. On dirait Cédric O. Mais- Avec tous anti-Covid. Feu. Donc, Bah, t'avais envie d'avoir une application qui bouffe ta batterie et Moi, qui je fait l'ai. n'importe quoi? moi je l'ai, elle marche bien maintenant. Bah oui, bah au bout de J'aurais combien de préféré que les choses se passent autrement, mais elle marche Tu bien m'étonnes. maintenant. Et j'aurais préféré qu'ils prennent la feature Google Apple. C'était réglé en ça- deux coups de ça, cuillère à peau. Mais bon, C'est bref. sûr, plutôt que de bosser avec Microsoft pour le stockage des serveurs. Et pour vous mettre d'accord, il y a certainement l'un des meilleurs bouquins sur la question du storytelling qui fait référence, qui s'appelle Start with Why, qui a été écrit par Simon Sinek, qui est un mec que j'adore et qui est un copain en plus, et qui explique pourquoi il faut démarrer toutes les histoires par le pourquoi. Pourquoi tu fais les choses. D'où le nom Start with Why. Ce bouquin existe maintenant en français, il a été traduit, vous pouvez l'acheter en français. Et vous pouvez aussi regarder le TED Talk, donc sur TED.com, vous avez plein de conférences de gens inspirants, etc. Et vous cherchez Start with Why de Simon Sinek et vous allez comprendre plein de choses. Et Simon, dans son
dans sa théorie, qui est à la fois un anthropologue et puis un ancien publicitaire, etc., explique que lorsqu'on démarre une histoire par pourquoi on fait les choses, ça a une toute autre tête que quand on démarre en disant ce qu'on est en train de faire. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur les features. Explication. Prenons au hasard un produit Samsung. J'ai 8 Go de RAM, je sais pas quoi. Tu veux que je refasse un produit Samsung? Non, c'est très bien, c'est parfait. Est-ce que je t'ai vu, C'est parfait. je t'ai vu plisser des yeux, C'est parfait. l'air inquiet. C'est quoi? Un produit Samsung? Je Oui. sais pas trop non plus. D'accord. Ah non, c'est un truc que t'as inventé, c'est comme Max au début. Exactement, c'est D'accord, ok. pareil. Ok. Moi, je sais, je les adore, il n'y a aucun problème. C'est- Allez, c'est une il faut liste- bien qu'on ait des différences. C'est une liste de features. C'est une liste de features. C'est beaucoup une liste de features. Et on te dit, voilà mon nouveau produit, j'ai tant de gigas de RAM, j'ai cet espace de stockage, mon écran il fait ça, nanana, nanana, et vous pouvez l'acheter là et ça coûte tant. Et si tu prends au hasard un iPhone, on va te dire, on pense que le design et l'ergonomie permettent d'accomplir ses plus grands rêves. D'ailleurs, regardez, vous pouvez faire des photos extraordinaires, tourner des petits films que vos enfants pourront revoir, etc., etc. Samsung a essayé de le faire cette année dans sa publicité, Ouais, d'ailleurs. ouais, ils ont raté. Mm. Et ça démarre par le pourquoi. Ça démarre en expliquant pourquoi tu fais des produits. Quel est l'ADN de ta boîte? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu fais tout ça? Ça démarre pas par les features. C'est un raccourci très rapide, mais je vous invite à lire le bouquin et à aller voir le talk si vous n'avez pas envie de lire le bouquin et que vous voulez un petit résumé en quelques minutes en vidéo. Et vous allez comprendre la puissance du storytelling. En démarrant par pourquoi, votre histoire va être beaucoup plus impactante, beaucoup plus engageante vis-à-vis de votre audience. Comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte qu'on utilise ou pas la bonne méthode du coup? Parce Bah, que pour moi, ça me paraît pas si facile quand tu me le dis comme ça. Si Non. demain je dois vendre une idée ou... En fait, je le fais indirectement, naturellement sur YouTube parce que j'explique pas sur YouTube, par exemple, demain un client qui veut faire un partenariat, je lui explique pas qu'il va faire tant de clics, tant de vues et tout ça. D'un, parce que je sais pas exactement. De deux, parce que c'est pas mon métier. Mon métier, au contraire, c'est de raconter les fonctionnalités du produit et ce qu'elle m'apporte, surtout. Mais c'est plutôt de découvrir les fonctionnalités du produit en deuxième plan. Mais cette question-là, je me la pose pas, en fait. Toi, Léo, tu sais vachement bien le faire en vidéo. En général, tu te rends compte qu'il y a un problème quand tu t'y es jamais intéressé. C'est-à-dire que si t'as jamais regardé comment on raconte une histoire, si tu t'es jamais intéressé au storytelling, peut-être que t'as des bases. Parce que en fait, tu te rends compte que quand tu racontes une histoire, tu passes forcément par ce type de schéma-là. Il y a forcément des bases de storytelling inconscientes qui sont en toi, dans ta façon d'écrire, de raconter des histoires, etc. Mais si tu t'es jamais vraiment posé la question, t'as jamais essayé de t'initier à ça, t'as forcément des lacunes et c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Donc effectivement, tu peux lire Start With Why, tu peux commencer à regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube sur le sujet. J'ai une suggestion, c'est la méthode de Dan Harmon, qui est le créateur de Rick et Morty, et notamment aussi de Community, qui est une série humoristique absolument exceptionnelle, numéro 2 derrière Friends, allez voir ça, c'est incroyable. Et il explique que il a créé un story circle. Et en fait, toutes les histoires du monde, depuis l'existence des histoires, reposent sur ce cercle-là. C'est en 8 étapes. La première, c'est d'établir le personnage. C'est en 8 étapes. C'est en 8 étapes le story C'est un circle. petit truc avec Léo. La première, c'est d'établir le personnage. Ensuite, d'expliquer ce dont il a besoin. Il lui faut un besoin, il lui faut un manque dans sa vie, quelque chose. La troisième étape, il entre dans une situation qui lui est non familière. La quatrième, il s'adapte à cette situation. La cinquième, il trouve ce qu'il est venu chercher, ce dont il avait besoin. La sixième, il paye le prix d'avoir trouvé ce dont il avait besoin. La septième, il rentre chez lui. Il rentre à la maison dans sa situation familière. Et la huitième, il a changé. Toutes les histoires du monde, vous pouvez regarder n'importe quel film, le dernier Batman, un vieux Disney des années 70, toutes les histoires reposent sur cette méthode-là. Je sais, c'est toi qui me l'as partagé. J'ai des souvenirs. Et c'est vrai, c'est une matrice. Et d'ailleurs, le storytelling existe depuis que l'homme est homme. C'est-à-dire qu'avant que l'écriture existe, les gens se racontaient des histoires au coin du feu. La culture de l'oralité a existé avant la culture de l'écrit. Après, l'écrit a structuré ces histoires avec des process, avec une façon de les raconter qui fait que ça t'engage et que tu as envie de tourner la page et d'avoir la suite, etc. etc. Mais cette méthode que décrit Léo est utilisée par de très grands romanciers, par des tonnes d'écrivains, etc. etc.
dans la culture anglo-saxonne, on appelle ça les turning page books. C'est en gros, c'est à la fin d'une page, tout est écrit pour que tu aies envie de tourner la page et de regarder la suite. C'est-à-dire qu'eux, ils vont jusqu'à se dire, OK, comment je fais la mise en page pour que l'histoire, à la fin de cette page, continue à bouffer ton attention et te donne envie de tourner la page et d'avoir la suite. Donc, ils vont jusqu'à l'édition, au sens premier du terme, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une structuration pour raconter une histoire qui fait que tu arrives à garder l'audience avec toi, à garder l'attention de cette audience, qui est une mécanique à laquelle il faut s'habituer et sur laquelle il faut s'entraîner. Et si vous dirigez une boîte, si vous lancez une start-up, si vous essayez de pitcher un projet, on ne pourra jamais autant vous encourager à vous intéresser aux mécanismes de storytelling, parce que c'est ce qui va vous distinguer de vos compétiteurs, c'est ce qui va vous donner envie aux gens de vous écouter, d'entendre votre histoire, de comprendre ce que vous êtes en train de poursuivre comme objectif, de comment vous êtes en train de le faire, plutôt que d'avoir la description in extenso de ce que vous êtes en train de faire, qui n'intéresse finalement pas grand monde. Alors, je pense que c'est une super capacité de savoir raconter et que ça doit faire partie de ta boîte ou de ton savoir-faire. Mais d'un autre côté, j'ai des exemples où peut-être que je me gourre, mais à vous donner, où je me dis, ils sont nuls à chier à raconter quoi que ce soit et pourtant ça cartonne. Elon Musk, j'ai l'impression qu'il est... Je suis pas d'accord. Non, c'est faux. Pour vous, Elon Musk, c'est un bon storyteller ? Bah, regarde, comment il s'appelle le Cybertruck. Bah oui. L'histoire de la vitre cassée. Oui. C'est évident que c'est prévu. Bah pour moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Je suis certain que c'est prévu. Les ingénieurs, ils ont bossé sur le truc. Hein. C'est évident que c'est prévu. Le mec, une semaine après, il vend des t-shirts sur la vitre du Cybertruck qui a été cassée. Tout le monde a entendu parler de ce truc-là. C'est un storyteller de malade, Elon Musk. Bah, il a été à bonne école. Hein, C'est un mec qui a accepté que Tony Stark vienne chez lui pour inspirer Iron Man. Bon, et alors, quand on prenait c'est parce que t'as pas fini la bio. Quand on prenait l'inverse, Bill Gates, comment est-ce que ça se fait que Microsoft ça soit aussi gros aujourd'hui en termes d'ingénierie, etc. Alors, il y a Apple qui a révolutionné tout le grand public, l'utilisation de tous les produits qu'on connaît aujourd'hui. La planète Terre. D'accord. Si tu veux prendre un raccourci. Et l'univers. Il y a quand même un mec qui a fait des programmes informatiques qui aujourd'hui sont dans toutes les barrières de parking par exemple, ou tous les programmes de frigidaire ou ce que vous voulez. Mais comment est-ce qu'il a réussi du coup en étant un très mauvais storyteller ? Est-ce que Manuel, moi la question finale c'est de me dire, est-ce que si je suis patron d'une boîte ou autre, que je suis un très mauvais storyteller, est-ce que je peux quand même m'en sortir en embauchant un excellent storyteller ? Bien sûr. Bah bien sûr. Sans l'incarner. Bah il y a des gens qui vont le faire mieux ou qui vont te coacher, etc. Tu crois que Bill Gates c'est pas coaché ? Je veux dire, tous les gens qui ont travaillé à son contact, et moi j'ai des anciens de Microsoft dans mes équipes et qui ont travaillé au contact de Bill Gates, tu peux pas imaginer la quantité de coachs, de répétitions qu'il faisait avant un média, avant une conférence, etc. Il a été surentraîné. Il avait conscience de sa faiblesse et il était surentraîné. Et malgré ça, c'était quand même assez moyen. Mais il avait conscience de cette faiblesse. Et il avait conscience que dans le monde de compétition dans lequel on est, et dans lequel il faut catcher l'attention des gens pour essayer de la capter et de la conserver, eh bien, c'est un sujet majeur. Puis après, tu t'entoures de plein de gens qui savent le faire et qui savent le faire parfois mieux que toi. Mais ça, c'est la première qualité d'un entrepreneur que de s'entourer des gens qui sont meilleurs que toi. Et ce qui est fou après, c'est que tu peux être un excellent storyteller, un très mauvais patron de boîte, entrepreneur ou avoir des idées de merde et autres, sauf que tu sais tellement bien les vendre que ça marche quand même. Bien sûr. Vendez-moi ce stylo. Par exemple. Et pourtant, c'est pas brillant ce qu'il a fait. Tu vois ? Mais c'était un... Et pourtant, tu l'admires. Je l'admire en tant que storyteller parce que je trouve ça fou d'avoir réussi à appeler des gens qui étaient eux aussi surentraînés et qui... Précisons juste de qui on parle quand même. Oui, bien sûr. Au cas où les gens n'auraient pas la référence. Jordan Belfort. Voilà, Jordan Belfort, forcément, qui a inspiré le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est de me dire... Avec cette capacité-là, t'as l'impression que c'est le super pouvoir à avoir. Si tu dois avoir un super pouvoir dans ta boîte, en ayant celui-là, t'as quand même beaucoup plus de chances que marcher que... Dans ta boîte, dans ta vie. Dans ta vie. Tous les domaines. Mais bien sûr. Tu passes un coup de téléphone, si tu sais raconter ton histoire, si tu sais évoquer une forme de... convoquer des émotions, de la sensibilité chez ton interlocuteur, tu ne seras pas le même dossier que les autres.
Mais c'est quand même il y a quand même une petite partie de don. Non, je crois pas. Je crois alors que ça, c'est un travaille. vaste débat, la question du don ou pas du don. Non, mais il y a un Donc, truc qui fait que quand t'as un mec qui ouvre sa gueule à 15 ans et l'autre qui ouvre sa gueule à 15 ans, Oui, tu te mais dis qu'il y a quand même pas la même façon à 15 ans, tu travailles déjà sur ta personnalité, tu vois. Ça dépend de ce que tu as fait pendant ton enfance, etc. Mais c'est vraiment un truc qui se travaille, le storytelling. Mais quand tu as des enfants l'as au pas comme tableau, ça. même très jeunes, quand tu as des enfants au tableau, il y en a quand même qui ont il y en des a facilités, quoi. Oui, il y en a qui ont plus de prédispositions que Ça- d'autres, mais ça se travaille. Ça relève pas du don. Moi, par exemple, j'avais cette facilité-là, mais parce que depuis tout petit, je lisais, en fait. Depuis tout petit, j'étais plongé dans les Harry Potter, etc. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé à l'école, je savais raconter des histoires, je savais en écrire, je savais les lire, etc. Mais ça relève pas du don. Mais tu peux obtenir cette compétence bien plus tard. Il suffit de travailler. Tu sais, les gens, ils disent souvent ouais, ça relève d'un don, je n'aurai jamais cette qualité, etc. Mais c'est une bonne excuse pour dire j'ai pas envie de bosser. C'est tout. Ouais, mais même quand tu bosses comme Bill Gates, bah, t'es pas forcé d'être aussi bon que l'autre. C'est juste que tu mets toutes les chances de ton côté. Tu es quand même meilleur. Et puis, tu es quand même un bon compétiteur mondial, quand même. Ouais, ça c'est sûr. Et puis au-delà de bosser, il y a juste à aller chercher de l'inspiration, en fait, en regardant de bonnes histoires. Ne serait-ce qu'en lisant, en regardant de bonnes histoires, tu apprends déjà à être un storyteller. La réalité, c'est que pour se sortir de la norme, de la moyenne, si vous faites déjà un tout petit effort pour raconter votre histoire différemment, pour faire exister ce problème, pour créer un héros, alors, ça ne veut pas dire que ça doit être long et chiant. Ça veut dire au contraire que ça doit être très catchy, très, très, très vif, très rapide, problématiser la question, faire exister le héros, le faire progresser face à cette problématique, lui faire vivre des difficultés, et puis lui faire trouver la résolution à ce problème, etc., etc. Eh bien, vous allez sortir du lot. Si vous avez juste cette toute petite capacité, et même si vous ne le faites pas très bien, vous serez déjà meilleur que la moyenne qui ne prend pas la peine de le faire. Si vous pensez que raconter votre histoire n'est pas un besoin, alors que même les hommes préhistoriques l'avaient compris, il y a un problème. Et sur le côté pragmatique, on en avait parlé dans un précédent podcast, ça part juste même d'un simple email. Plutôt que de raconter son histoire en 50 lignes parce qu'on ne sait pas comment la tourner, prenez uniquement les éléments principaux pour vous défendre dans un email qui soit beaucoup plus court, beaucoup plus lisible. T'as plein de gens qui se défendent, ça part de là souvent, un simple email pour les gens qui nous écoutent. Tu vois, Je vais même vous raconter une anecdote que j'ai jamais racontée en fait. Ah putain, c'est croustillant ça, putain, c'est rare. Et j'ai un de mes clients, il l'a dit, qui lui l'a raconté. J'ai un de mes clients qui est un grand, on va dire un grand groupe mondial de la cosmétique. Et à un moment, il lance une compétition pour repenser toute leur stratégie business online et leur site e-commerce, etc., etc. Et ils écrivent une espèce de cahier des charges qui comprend tous leurs besoins, etc., etc. Imakina est consulté, on nous demande notre avis et on nous envoie le document. Je lis le document. Bon, il y a des trucs intéressants et il y a beaucoup de trucs complètement nuls, merdiques, etc. Moi, je passe mon temps à dire à mes équipes, c'est jamais dans les cahiers des charges qu'il y a les vrais besoins. Bon, c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans tout de suite. Et c'est une compétition qui pèse plusieurs millions d'euros. Donc, si tu as la bonne réponse, que tu gagnes, il y a des enjeux importants puisqu'on parle de plusieurs millions d'euros par an pendant plusieurs années. J'envoie un email de réponse au mec qui gère cette compétition chez ce client et qui fait 2 lignes. Et je lui dis, il se reconnaîtra si un jour il écoute ce podcast, je lui dis « Bonjour Julien, merci pour ton cahier des charges. Il est hors de question que j'y réponde. Mais par contre, si tu veux une réponse à ton problème, nous l'avons. À bientôt. » T'es horrible. C'est sadique complet. Enfin, moi, je m'imagine me réveiller alors que t'as des équipes qui ont bossé sur un cahier des charges pendant des semaines et tu réponds ça. Ça a pris 2 lignes. La fin de l'histoire, c'est que nous avons gagné cette compétition. Que ce client, après avoir travaillé avec nous, a gagné plein de prix internationaux sur la qualité du travail qui a été fait, sur les résultats business qu'il a obtenus qui ont été extraordinaires. Et le client lui-même l'a raconté, cette anecdote, une fois, sur scène, chez Google, en disant, voilà, tout a démarré par cet email, et il avait fait une capture d'écran de cet email qu'il avait conservé, en disant, tout a démarré par là, en fait.
Le storytelling, c'est ça. J'ai une anecdote similaire à une subtilité près. J'ai jamais été invité à un événement Apple. Jamais. J'ai vendu des milliards d'AirPods. J'ai jamais été invité à une conférence Apple. J'ai donc envoyé il y a quelques années un mail à Tim Cook sur son adresse pro de chez Apple. Qui est public. Qui est public, bien sûr. Je ne l'ai pas trouvé comme ça dans mes contacts. En lui disant que j'avais pas reçu le mail, il devait y avoir un problème, il était dans mes spams ou un truc comme ça, mais que je le pardonnais et que du coup j'attendais mon invitation, voilà, à la bonne adresse. La seule subtilité, c'est que ça n'a pas marché. J'ai pas reçu de Tim Cook. Comment t'as su que c'était le bon client, le bon moment, le bon projet sur lequel faire ça? Parce que je suppose, Manuel, que tu fais pas ça à chaque fois. Non, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que j'ai lu dans le cahier des charges, ça dépend de ce qu'il y avait écrit, ça dépend de la psychologie de ce client, etc. etc. Je dis pas que son cahier des charges était complètement nul, mais son cahier des charges, il parlait plus de détails, il parlait de comment, mais il parlait pas de pourquoi. Et la seule question que je lui pose, c'est pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu as envie de faire tout ça? Est-ce que tu as envie de te réveiller le matin en te disant est-ce que il a rempli telle case dans mon cahier des charges a été fait? Ou est-ce que tu as envie de te réveiller le matin en te disant waouh, je suis en train de commercialiser ou de proposer des services autour de la cosmétique à mes clients et à mes clientes qui n'ont jamais été proposés de cette façon jusqu'à présent. Je suis en train de changer, de disrupter mon marché et de faire en sorte que mes marques résolvent des problèmes là où d'autres essayent de vendre des produits. Donc, c'est ça ce que j'essaye de lui dire, en lui disant ton cahier des charges, je vais pas y répondre, mais résoudre ton problème, je peux y répondre. Donc indirectement, il y a beaucoup de gens qui se concentrent plus sur le chemin que le résultat. Bah, c'est toute la différence entre être un exécutif et être un employé. En étant exécutif, parce qu'il y a des employés qui sont créatifs, hein, qui sont missionnés de la même manière. Heureusement. Bien sûr, mais tu as aussi du coup des boîtes qui se sont formatées dans un esprit exécutif et qui sont incapables aujourd'hui, quand tu leur demandes d'être créatifs, de te sortir quelque chose de bien. C'est à toi de faire le boulot à leur place parce que elles savent correctement exécuter, mais elles n'auront pas une vision qui ira plus loin que la tienne. Moi, ce que j'adore, c'est les boîtes qui te disent ah mais non, ça je peux pas le faire parce que ça ne rentre pas dans mes process ou ça ne loge pas dans mon système. Et en fait, le but d'une boîte, c'est pas de faire en sorte que tout soit calibré dans les process. Le but d'une boîte, c'est tu vois, c'est à un moment, tu es là pour ton client, donc tu es là pour résoudre son problème, t'adapter à lui et trouver une solution qui est calée sur ses problèmes, tu vois, surtout si tu fais du service. Et il y a beaucoup de boîtes de services qui, en grandissant, parce qu'elles doivent scaler, en fait, qu'elles doivent vraiment grandir, onboarder plein de gens, etc., perdent de leur âme et de leur capacité à vraiment créer des histoires spécifiques pour chacun de leurs clients. Et le plus beau compliment que j'ai eu de ce client, c'est le fait qu'il le raconte comme une histoire, qu'il le storytell lui-même comme étant partie prenante du succès de ce projet. Ça prouve bien que le storytelling est absolument partout. Exactement. Juste un mail de 2 lignes, tu racontes déjà une histoire qui sera plus tard contenue dans une autre histoire. C'est pour ça que je trouve ça super complexe à détecter et à travailler. Et je pense que le storytelling, il n'y a jamais un moment où tu te dis ça y est, je suis un bon storyteller. Non, c'est toute ta vie. Toute ta vie, tu continues quand même de raconter des histoires d'une différente manière, tu t'affines. Oui, mais ça dépend quand même. Si tu es un mec qui bosse chez Pixar, tu peux te dire, là, je sais raconter des histoires, tu vois, ça dépend. Ou chez Disney ou ailleurs. Et d'ailleurs, ça me permet de mettre en lumière une profession qui est souvent oubliée, qui sont ce qu'on appelle les copywriters. C'est-à-dire les gens qui ont la science des mots justes, du rythme, de trouver l'univers éditorial, l'univers d'imagerie, en choisissant les bons mots, en choisissant le bon copywriting pour raconter ces histoires. En fait, on valorise beaucoup les directeurs artistiques qui vont trouver les images, l'univers graphique, etc., etc. On va valoriser les UX, les UI, les front développeurs, les gens qui vont faire en sorte que tout ça prenne forme et vie dans des interfaces bien pensées, rapides, qui ne te font pas perdre de temps, etc., etc. Mais on ne valorise pas assez les copywriters.
ceux qui vont te faire la page 404 qui est différente, ceux qui vont te faire le style éditorial, le tone of voice dans les emails, qui fait que cette marque ne s'exprime pas comme les autres, qu'elle est plus cool, qu'elle a un ton, qu'elle a un style. On a tous des marques comme ça qui nous font marrer. Et ça fait d'ailleurs entièrement partie de l'industrie musicale. Totalement. Il y a beaucoup de copywriters. Et pour tous ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet, c'est pas copyright avec un R, Non. c'est WR, comme le verbe. Écrit. Writing. Voilà. Exactement. Et le copywriting est un métier qui est souvent ou parfois mésestimé. Et les gens le voient comme un coup en disant ouais, on a tous appris à écrire à l'école, on va écrire les interfaces nous-mêmes, ou les textes de notre site web, on va les écrire nous-mêmes, parce que ça nous coûtera moins cher, etc. Ouais, mon gars, mais il s'agit pas de savoir écrire, il s'agit de savoir raconter des histoires. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui fait que sur certains sites, tu as l'impression d'écrire une histoire quand tu configures ton produit. Tu penses à Tesla? On ne citera pas de nom. Je pense à Tesla, c'est vrai. Je pense à Apple aussi, parce que la preuve, c'est quand même, là, dernièrement, les seuls sites sur lesquels je suis allé en étant sur Twitch et en étant content de partager l'expérience client de configuration, etc. Et il y a d'autres marques qui sont mondialement connues, comme Lamborghini, Ferrari ou d'autres dans l'automobile, par exemple, où c'est une tannée de configurer sa caisse correctement. La page, elle saute toutes les 2 secondes. Sur le téléphone, c'est pas adapté. Alors qu'on parle quand même de dépenser, pour le coup, pas 5 000 € pour un iMac, mais 300 000 pour une voiture. Pourquoi ? Parce qu'ils partent du principe que les gens viennent en boutique. Mais le jour où leur communauté ne sera plus là, parce qu'il arrivera ce jour-là, il y aura nous. et si nous, un jour, on a envie de s'offrir une super belle voiture ou un autre produit comme ça, on utilisera Internet et ils seront en retard. Et ça que je trouve fou, c'est que finalement, ça ne dépend pas du tout de l'argent, de ton assise de boîte ou autre, ça dépend simplement de ta volonté. Tu peux faire ça quand tu viens de démarrer, faire attention à ces détails-là, etc., pour paraître très propre dès ton arrivée sur le marché, tout comme tu peux faire ça 50 ans après pour des boîtes qui auraient pu le faire depuis très longtemps. C'est ça qui, moi, m'impressionne, c'est que parfois, il y a des tout petits sites qui se lancent, qui racontent une histoire plus cool que d'autres sites qui sont là. Le meilleur moyen d'améliorer son storytelling, et on le fait déjà tous un peu inconsciemment, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup sur YouTube, c'est de tester en fait. De tester, de raconter des histoires. Que ce soit dans une vidéo ou alors raconter socialement une anecdote. Il y a une phrase de Tony Robbins qui est très intéressante. Elle dit « Le sens de ce que vous communiquez est contenu dans la réaction que vous obtenez. » C'est vrai, ça c'est vrai. Donc, en fait, quand vous racontez une histoire plusieurs fois, regardez la réaction que vous obtenez. Est-ce que les gens vont tendance à vous prendre au sérieux ou pas, vont tendance à vous prendre pour un menteur, est-ce que les gens vont avoir tendance à rigoler, et en fait racontez cette histoire plusieurs fois à plusieurs personnes différentes, et c'est comme ça que vous trouverez le bon storytelling, le meilleur moyen de raconter votre histoire. Faites des petits changements, changez le rythme, changez les objets, changez la situation, changez la façon vraiment de raconter cette histoire, et vous allez trouver le bon dosage. Petit à petit. Mais il n'y a pas d'autre... C'est de la chimie. Ouais, il n'y a pas d'autre solution que de s'entraîner. Merci les gars. La bise. À bientôt. À très vite. Salut.